Bonjour, Karine Rouvier, je vous invite à venir passer un petit moment avec mon univers de femme chef d'entreprise. L'idée étant de vous partager les joies et les galères de l'indépendance financière des femmes. Je reste convaincue qu'à travers l'égalité homme-femme, pour moi c'est surtout l'indépendance financière qu'il faut absolument défendre. Et donc je vous emmène dans mon univers pour rencontrer des femmes indépendantes financièrement et peut-être un jour leur mari. Vous venez avec moi ? Rina, bonjour. Bonjour. J'accueille Rina aujourd'hui, qui est la femme de quelqu'un que je connais bien et qui me connaît bien. Rina, je la connais que sous une appellation, et on va en parler d'ailleurs, mais je suis sûre qu'elle a plein d'autres talents, et c'est pour ça que je vais demander de venir aujourd'hui, parce que je sais que tu es indépendante financièrement. Donc merci d'être là. Avec plaisir. Donc on va commencer par une question simple. Comment est-ce qu'on t'appelle ? Est-ce qu'on t'appelle entrepreneur, chef d'entreprise, entrepreneure, entrepreneuse, la boss, la patronne ? Qu'est-ce qu'on dit ? Elle a plusieurs titres dans ma vie. Aujourd'hui, je dis souvent que je suis indépendante. J'ai été chef d'entreprise. Pour moi, chef d'entreprise, c'est avoir des collaborateurs. Donc L'indépendance. Indépendante. Je vais la rajouter à ma longue liste. On avait aussi Lady Boss, dans toute la liste que je vous ai dit hier, ça me va. Indépendante. Ok. Aujourd'hui, l'idée, c'est que tu nous expliques un peu l'indépendance financière dans laquelle tu es, que tu puisses nous expliquer, qu'on puisse comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là. Alors, le peu qu'on ait échangé toutes les deux, j'ai vu que ça allait être très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta carrière? Alors, pas forcément scolaire, absolument, mais ta carrière, que tu nous dises un peu à quel moment tu as été indépendante financièrement et comment est-ce que tu as des fluctuations, j'imagine, qu'on puisse comprendre et donner envie à des gens de suivre ton rôle modèle. Alors, si je prends le professionnel, moi, je ne sais pas faire un travail qui ne me passionne pas. C'est toute jeune et qui n'a pas de sens pour moi. Et donc, j'ai démarré, après mes études d'économie, à créer ma première entreprise. Donc, tu as fait des études d'économie et tu te destinais à monter une entreprise ou? Ah, du tout. Tu n'étais pas destinée à ça? Alors, mon père était entrepreneur, ma mère aussi, mon grand-père et ma grand-mère. Ah oui, il y a des indices quand même là. Ah, si tu nous caches ça... Mais dans la famille, moi je suis au Maroc, réussir dans la vie, enfin quand je dis la famille, c'est la famille élargie, des oncles, des tantes, Ouais. c'était faire médecine ou faire ingénieur. Donc, réussir, c'est la médecine ou ingénieur? Voilà. Mais tes parents et grands-parents sont dans le commerce. Qu'est-ce qu'ils font exactement tous? Mon grand-père avant une société d'import-export de céréales. Ma grand-mère était commerçante. Elle avait une boulangerie, elle. Ouais. Incroyable. Beaucoup de collaborateurs. Elle était chef d'entreprise dans les années 30. Ouais. Incroyable. De Maroc. Est-ce que c'est une figure qui reste pour toi une source d'inspiration, une figure? De femme indépendante et forte. Elle a d'ailleurs divorcé en 1932, ce qui était complètement incroyable parce qu'elle n'aimait pas la vie. Alors c'est marrant parce que ça vient exactement corroborer ce que je dis, c'est-à-dire que mon idée c'est de dire que l'indépendance financière des femmes leur permet de faire les choix qu'elles veulent. Et là, du coup, t'es en plein dedans. Là, je suis totalement plein dedans. La culture n'est pas du tout le divorce. Le 1932 au Maroc, voilà, une femme qui est divorcée. En 1960, elle a immigré au Canada, à Toronto, dans une ville où elle connaissait pas la langue, etc., avec ses enfants sous le bras. Et du coup, tes parents vivaient à Toronto? Non, pas du tout. Nous, on est restés au Maroc et on osait la voir tous les 2 ans. Alors, c'est bien que tu viennes d'une famille d'entrepreneurs, mais du coup, entrepreneur, c'est pas si bien vu que ça par rapport. Alors, oui, c'était pas la réussite. La réussite, parce que venant du Maroc, la réussite, c'était la culture française et les études. Et quoi de plus beau que d'être médecin? Comme j'ai des oncles qui étaient médecins, les oncles plus jeunes, nous, tous les cousins, et c'était beaucoup parce que mon père avait 11 frères et sœurs, c'était faire médecine. Donc, d'accord, comme j'étais bonne à l'école, je suis entrée en médecine à 18 ans. Donc, d'abord, t'as été en médecine? J'ai d'abord été en médecine parce que ça, c'était le chemin. J'étais bonne à l'école. C'était négociable. Non négociable. J'aimais les enfants, je me suis dit j'allais être pédiatre. Et puis j'ai passé le concours et j'ai pas eu médecine, j'ai eu dentaire. Et je ne pas. Non, ça je pouvais pas. Le concours c'est l'entrée ou c'est après la première année? J'ai passé 2 ans, la première année j'ai pas réussi, la deuxième année j'ai eu dentaire, donc je faisais partie des 300 premiers sur 2000 voilà. Et en fait l'anecdote c'est que je me suis donc désistée. Et celui qui est ma place, juste derrière moi, Jackie, qui est un grand dentiste aujourd'hui, toujours un ami. Et en fait, pour lui, j'ai changé sa vie. Oh, parce qu'il a pris comme place. Voilà. Exactement. Bon, c'est incroyable. Numerus clausus des étudiants. Et il a raté à une place. Il est devenu un extraordinaire chirurgien dentiste. Et donc, il faut que je fasse des études d'autres. Donc, je fais de l'économie. En sortant, je fais quand même une double maîtrise d'économie, d'économétrie. J'ai une double licence, une double maîtrise. Je ressors avec des diplômes. Et là, qu'est-ce que je fais? En fait, déjà, depuis l'âge de 15 ans, donc ça, j'ai 20 ans à peu près, il se trouve, alors je montre
ma poitrine. Mais il se trouve que j'ai la chance d'être une jeune adolescente avec une poitrine opulente. Et dans les années 75, où j'ai cette poitrine-là, on ne trouve pas de lingerie jolie pour les femmes. Il n'y avait pas de lingerie adaptée aux femmes qui avaient une forte poitrine. Si, il y avait le cœur croisé. Ouais, c'est ça, des trucs très moches. Quand je pétais ça, je pleurais en disant à ma mère, mais je peux pas. C'est horrible. Voilà, c'est moche. Et ben, elle me dit, bah, parce que je savais coudre et je savais broder. Ils nous enseignaient beaucoup les arts manuels. Elle m'a dit, bah, débrouille-toi. Donc, je défais mon soutien-gorge. Donc, ça, j'ai 15 ans. Et je vais acheter des soies jolies. J'achète des broderies, etc. Et je me monte mon premier soutien-gorge. D'abord, je vais voir Randa, il va avec. Voilà. Ah ouais, Carrément père joli, que je le montre à tout le monde. Et donc, c'est trop beau. Donc, mon premier job d'étudiant, c'est un petit atelier dans ma chambre où je fabrique de la lingerie. c'est marrant parce que du coup, tu t'aides direct dans un business model où tu réponds aux besoins du client. Et toi-même, bah, je veux dire, c'est d'abord moi. 15 ans, jusqu'à quel âge tu vas faire? Jusqu'à 21 ans, Carrément, pendant 16 ans, tu vas fabriquer des sous-vêtements. j'apprends à coudre par moi-même, en fait. J'apprends à coudre. C'est la chose la plus complexe à faire. C'est ce que j'allais faire en plus. C'est un vêtement zézuit, hein, De guingois. Puis petit à petit, il commence à être vraiment chouette. Et puis mes cadeaux d'anniversaire, c'est des machines, une surjeteuse. Ça n'a rien été mon petit atelier. Pour tes 18 ans, tu veux quoi? Bah écoute, une surjeteuse, c'est pas mal comme il y a. J'ai eu une surjeteuse pour mes 18 ans. Et donc, je monte mes soutiens-gorge, j'ai des commandes, puis je commence à faire que mes lignes soient les plus jolies, c'est-à-dire un caraco, un petit short, un petit déshabillé. Enfin, je déploie. Tu déploies ta gamme. Par moi-même, en fait, par création, par créativité, je déploie ma gamme. Il avait mis un nom, une marque ou quelque chose? Pas encore. Quand je sors de la fac, ben, c'est une évidence que je mette une boîte de lingerie. Donc, je vais voir mon père, je fais un business model, parce que quand même, j'ai la tête bien faite. Je fais une étude de marché, et je lui dis, je vais monter une marque de lingerie haut de gamme, parce que il y a une place à prendre dans les très haut de gamme. Je peux pas aller dans ce qu'on appelait le food, c'est-à-dire vendre dans les supermarchés. Là, il y a des très grosses marques et il faut avoir des moyens. Moi, j'ai pas les moyens, mais j'ai les moyens de créer une marque de créateur. Et on fait un brainstorming pour trouver le nom, et on l'appelle Elle en Soi. SOIE, Elle en Soi. C'est ma première marque, c'est ma première boîte. T'as commencé par une marque de lingerie? Oui, juste parce que tu trouves pas des soutifs exactement. Donc, dans ma marque de lingerie, la singularité qui m'a permis de me faire un nom, c'est qu'il y avait du soutien-gorge 85B jusqu'au bonnet C, bonnet D, bonnet E. Donc, en gros, à l'époque, on est dans les années 1983, je monte un business model, je vais voir un banquier, traite de l'argent. Ouais. Et qu'est-ce qu'à l'époque? Bah, il me finance. Ah bah, oublie pas que t'as la tête bien faite, quoi. Et donc, t'as su à quoi fait, et joli ergonomie. Ma collection est là élue. Et plein d'été bleu. Bien sûr. Mais à l'époque, quelqu'un qui avait une tête bien faite, un projet, qui sait parler rentabilité, qui parle business, ouais, c'est ça, qui sait travailler ses coûts, matières, etc. Comme j'aimais la soie, j'ai été à Lyon et j'achetais les chutes des soyeux lyonnais qui avaient des caves entières. Mais quand je dis les chutes, c'était 30 mètres, 40 mètres. J'ai acheté bradé des soies fabuleuses et j'ai trouvé un sous-traitant corsetier dans les banlieues de Lyon qui fabriquait déjà pour une créatrice de lingerie. T'habitais à Lyon à l'époque? Non, pas du tout. J'habitais à Noisy-le-Grand. Et donc, je suis descendue à Lyon parce que je voulais de la soie et j'ai acheté des rouleaux. Donc, mon business model, c'était d'acheter de la soie qui valait une fortune, mais à des prix cassés parce que c'était des fins de stock. Et puis, de faire sous-traiter. Et moi, je créais les collections. Donc, t'étais devenue styliste, chef d'entreprise, acheteur, tout. Voilà, c'est ça. Et puis, je me suis associée avec mon petit ami de l'époque. Ça, c'était mon erreur. Et lui, il était en charge, et je l'avais rencontré à la fac, et en charge du commerce. C'est lui qui faisait le représentant pour des gouvernements optiques, parce que c'est toujours le cas. On a toujours les hommes qui sont représentants de lingerie. Ça, c'est des corsetiers. Alors, il a appris le métier, les mots. Et à l'époque, il y avait encore des boutiques indépendantes de lingerie qui achetaient des marques. Oui, c'est vrai qu'il y avait des, oui, exact. Maintenant, il y en a plus beaucoup. Ouais, il y en a plus du tout. Le marché est plus du tout le même. Mais à l'époque, il y avait encore des très très belles boutiques. Et comme j'arrivais avec une collection quand même extrêmement bien faite, on nous achetait des petites séries. On savait vendre des petites séries. On n'était pas obligé d'acheter 1000 pièces. C'est ça que je ne fabriquais qu'à la façon. J'avais très peu de stock. J'ai aussi décidé d'avoir un showroom parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, rien du tout. Fallait se montrer. Et donc, le showroom, j'ai trouvé une ancienne ébénisterie aux Halles, dans une rue piétonne qui s'appelle la rue Française. Et je trouvais que Elle en Soi à Paris, 3 rues Françaises, c'était trop bon. Alors, c'était la classe totale, ça. Et en plus, t'avais une vraie idée du marketing, quoi, en fait. Ah bah oui. Du coup, j'ai trouvé cette ancienne ébénisterie qu'on a retapée, puis on en a fait un showroom. Et les gens passaient, c'était une rue piétonne très chouette, toujours là, d'ailleurs. Et puis, de Noisy-le-Grand, je prenais le RER pour aller aux Halles. J'habitais encore chez mes parents, hein. T'essayes même pas de travailler, du coup. Tu te dis, c'est une évidence, hop, je me mets direct à faire sur la fesse. Pour moi, c'est une évidence. En job, quand j'étais étudiante, à la fois j'avais mon petit atelier et Méline, notre voisin, était un gars qui faisait les marchés. Dès que j'ai eu mon permis, il m'a dit: tu veux un camion, tu vas faire des marchés, puis je te donne la moitié de la recette. Il me dit: mais par contre, tu vas acheter toi. Hein.
Donc je vais au sentier, j'achète des lots et je lui dis, je suis née au Maroc donc je parle arabe. Et je lui dis, je vais faire des marchés où il y a des populations de femmes maghrébines. Ouais, je vais leur parler en arabe, je vais leur vendre des culottes. Et donc là, l'idée que j'ai, c'est que j'achète des lots de culottes de la taille 38 jusqu'à la taille 50. Et je fais de la culotte. Et là, oui, j'ai un succès. Et donc, je fais ça le mercredi, le samedi et le dimanche matin. Tout en ayant une double maîtrise, une double licence, ton petit atelier. Ouais, mais je gagne bien ma vie. C'est surtout que tu acquiers une expérience incroyable. Alors là, voilà, le camion, le placier, trouver sa place, la petite nata trop mignonne, tout ça. Je vais à Mantes-la-Jolie, je vais dans des... Avec des gros seins, n'oublions pas. Ah oui, bien sûr. Et ça aide à avoir des places. Ça aide. Non, ça aide. Mais ça aide surtout d'être à l'aise, Ouais. ne pas avoir peur, en fait. Donc, je fais les marchés, des coins où il y a des populations de gens qui n'ont pas des moyens noirs. Je vends des culottes pas très chères, mais je vends des montagnes de culottes. C'est vrai. T'as fait que des culottes. Ouais. T'as fait des De temps en temps, quand je trouvais des lots, ça dépendait de ce que je trouvais au sentier, parce que c'était là-bas qu'on... Ouais, c'était vassé. Ouais. Mais j'achetais bien et je faisais des belles marches. Ah, mais j'ai fait ça de mes 18 ans jusqu'à mes 22 ans. Donc, il fallait s'amuser quand même. Bah oui, ça capte. Donc, j'ai fait les marchés aussi à l'époque. Et puis, là, après, c'est ça. Et en fait, tout le monde m'aimait beaucoup parce que j'étais vraiment une jeune femme. C'est vrai que c'est intéressant de se confronter au monde à cette époque-là. C'est-à-dire là, tu vois les gens, comment ils réagissent. Des fois, ils parlent mal, des fois, ils disent pas bonjour. Alors que toi, t'es pas tu dis, faut dire bonjour à tout le monde. Et là, t'as des gens qui disent même pas bonjour. Tu dis, bah, c'est quoi ça? Et c'est là que t'apprends un peu à mettre de l'eau dans ton vin, en fait. Bah, en fait, j'ai à devenir agible, à vendre, à me débrouiller, le placier qui était un peu véreux, qui me mettait dans des endroits très cool. Je venais, Et juste, pour comprendre le contexte, t'as des frères et sœurs? J'ai un frère et une sœur, je suis aînée. Et puis, ma sœur, elle a fait des grandes études d'ingénieur. Mon frère, il fait ça aussi, mais bien plus tard, il a 8 ans de moins que moi. Donc. On n'a pas cette pression de la fratrie, les gens qui veulent que tu restes dans ta place. Du coup, tu es tout de suite, En fait, j'ai la chance d'avoir une éducation avec des parents qui, le chemin de médecine, c'était pas tellement de leur fête, parce que pour eux, médecine, c'était plus la famille, le poids de la famille. Ouais. Le poids et la déterre, mais ça, c'est, En fait, c'est fait ce qui te plaît. T'as quand même déployé une vraie belle énergie dans plusieurs domaines. Si tu fais quelque chose qui te plaît, tu travailleras jamais un jour de ta vie. C'est ça la phrase. Mon père, c'était ça, fait quelque chose qui te plaît, quoi. C'est chouette, hein? Oui. Le monde d'entreprise, ça prend. Je fais quand même à l'époque 1 million de francs de chiffre d'affaires, ce qui est déjà en 1987, qui est pas mal, hein, vachement bien, mais les marges sont pas beaucoup pour payer 2 salaires. Je vais encore chez mes parents. Mon mec, lui aussi chez ses parents. C'est un peu dur de sortir des salaires. On essaye de négocier les prix, tout ça. Mais il faut faire vraiment beaucoup de volume, en vrai. J'ai un marché. Mais par contre, je commence à me faire un nom. Parce que je suis invitée comme créatrice de lingerie dans les salons et on commence à me connaître. Un jour passe une femme grande et rose avec des cheveux comme ça et elle me dit je cherche Rina El Haddad. Je dis c'est moi et elle me dit voilà je suis la directrice marketing du groupe Dim Rosy et elle me dit je veux racheter votre marque. Je dis pardon. Elle me dit je veux racheter votre marque et vous avec. D'avancement vend. Et puis, pourquoi vous voulez racheter ma marque? Elle m'explique qu'on vient de racheter un outil industriel de lingerie. C'était l'époque où Dim n'avait pas encore fait de lingerie. Et on a racheté avec une marque qui s'appelle Rosy, qui est toute vieillissante. Et quand je regarde votre marque, je vois Rosy modèle. C'est de la soie, c'est dans le même domaine, c'est du haut de gamme, mais j'ai besoin de vous. Je dis, moi, je suis pas salariée. Et elle me dit, je vous rachète votre marque et je vais voir avec le DRH ce qu'on peut faire pour vous. Elle revient 2 semaines après et elle me dit, est-ce que vous voulez être intrapreneur? C'est quoi intrapreneur? On est en 87. Vous ne serez pas salarié. Vous serez intrapreneur, rémunéré. Vous aurez un budget, etc. Mais on vous salarie pas. Je dis, moi, je veux pas de patron. Elle me dit, banco, elle me propose une somme. Et avec mon copain, comme il y avait un peu de plan de gaz avec lui, pendant ce temps, il s'est fait connaître d'une autre marque qui s'appelait Volford de Collant. Et on lui propose d'être directeur général. D'accord. Donc à ce même moment-là, les choses de beau chemin se séparent. Moi, je vends mes modèles à Rosy et donc comme ça, c'est propre quoi. Mes modèles existent. Au niveau industriel, c'est génial. Je suis indépendante, j'ai 10 millions de francs de budget. Pour lancer la nouvelle image, je travaille avec les plus grandes agences de pub. Mais du coup, Elle en Soi n'existe plus, elle devient Rosy du coup. C'est dommage, c'est joli Elle en Soi. Rosy, Rina Rosy, je deviens Madame Rosy Rina, tout le monde se plaît, m'appelle Rosy, c'est plus. Je fais ça quelques années et j'adore ça. C'est vraiment la période, je crois, incroyable d'un groupe industriel. Ça n'existe plus en fait. C'est-à-dire que je donne souvent cette anecdote que à l'époque, on nous donnait la carte bleue de la boîte et on nous imposait de faire ce qu'on appelait des achats concurrence et une fois par semaine de absolument ne pas être au bureau pour aller hurler la tendance et acheter des tonnes de concurrents et partir. Je suis partie, j'ai voyagé au Brésil, j'ai voyagé au Japon, aux États-Unis, au Brésil pour aller s'inspirer sur les plages de Bahia. D'ailleurs, j'achète
300 strings. Je viens voir le PDG de Dean, Monsieur Simon. Après mon voyage, je lui amène les strings, il sort ce truc-là. Et il me dit, qu'est-ce que c'est que ce... Pardon, de P-U-T-E. Je lui dis, c'est l'avenir. Il me dit, mais ça va pas, non. Jamais ma marque, PDG de Dean. Je lui dis, vous faites la plus grande erreur de votre vie. On dit, vous êtes prête à parier quoi? Je dis, ma rémunération, si vous voulez, je m'en fous. Il dit, banco. On a parié. J'ai gagné. Quel coup il t'a donné sa rémunération à lui? Non. Oh, vas-y, t'as... Il a été très élégant, j'ai adoré. C'était vrai fait. C'est qu'il s'est renseigné sur ce que j'aimais. Moi, je suis une passionnée de danse. Et il m'a offert 1 année d'une loge privée à l'Opéra de Paris. Ah oui, franchement, il aurait pu me donner plein de pognon. Là, j'ai été absolument touchée. Ouais. Ce qui est touchant, c'est quand on choisit quelque chose qui nous plaît sans nous dire que c'est pas tellement la valeur. Bon, là, c'est une vraie valeur. Bête près sur mon bureau un geste, c'est sympa. C'est j'avais quand même. J'ai été voir les plus beaux ballets de la terre dans une loge privée. Et j'ai trouvé ça très élégant. Mais j'avais gagné. Ça a été incroyable. Ils en ont vendu des... Ce qui est incroyable, c'est qu'il t'ait suivi quand même. Je lui ai dit, si on passe, parce que en fait, ça a l'air de tissu, mais c'est hyper technique à mettre au point. Et je lui ai dit, avant qu'on le mette au point, il va nous falloir 6 mois. Il y a Slogy, Etam, etc. Ils vont nous passer devant. Si on fait pas ça, on va perdre un marché du string à l'époque, vraiment. Et donc, du coup, on a mis en effet 6 mois à les mettre au point. Et heureusement, on n'était pas en retard. On s'est pas fait marcher dessus. Donc, grâce à toi, les femmes ont pu se mettre en string, en dîme. Voilà, pas de rocher. Avec du confort. T'étais quand même la pulsion qui a permis à Dean de le faire. Voilà. Puis après, en fait, moi, j'ai eu un événement. Mon père, qui était agent d'assurance associé avec ma maman, est tombé malade, très gravement, en 1992. Et ma mère nous réunit, mon frère, ma sœur et moi, et nous dit, il faut que quelqu'un vienne m'aider à l'agence. Est-ce qu'on devenait collaborateur? Ouais, et je peux pas toute seule. Ma sœur a dit, je suis ingénieur. Mon frère a dit, non, moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai dit, gère-moi les assurances, je meurs sur place. Moi, je suis dans mes dentelles et ma lingerie. De quoi tu parles? Et puis, je suis la fille année. Et donc, t'as été désignée volontairement? Non, je me suis désignée par loyauté. J'ai été voir Monsieur Simon, le PDG de DIM, et je lui explique. Voilà. Alors, il m'a dit une chose incroyable. Il m'a dit, bon, déjà, si ma fille faisait ça pour moi, je trouve ça incroyable de loyauté. Donc, c'est très simple. Tous les ans, tant que je serai PDG, je t'appellerai au moment du salon de la lingerie. Si tu veux revenir, t'as une place chez nous. Donc, il l'a fait pendant 10 ans. T'es pas retourné? T'avais tourné à Palais Communautaire avec CD. 3 ans après, ma mère est décédée. Ah oui. Qu'il a fallu 1 an d'études pour que je sois agent d'assurance. Et donc là, à ce moment charnière, donc tu choisis de suivre le destin familial, enfin ta loyauté familiale. Mais du coup, ton poste d'intrapreneur, qu'est-ce que tu fais? Il a fallu 3 personnes pour me remplacer. Parce qu'en effet, j'étais multi-compétence, j'étais très adaptable et agile. Ils ont pas trouvé, et puis ça t'aide en bébé surtout. Bah oui, et puis je l'avais vraiment, j'étais capable tant de faire le style que de faire du commerce, que de faire du marketing, de la prévision des ventes. Et du coup, cette marque, elle a vécu combien de temps? Elle a fait une dizaine d'années, mais elle avait végété. Et du coup, toi, tu la partie pour agent d'assurance. Et du coup, tu repars en études. Je repars 1 an de stage chez l'UAP à l'époque. D'accord, apprendre le métier, parce que c'est un métier avec beaucoup de responsabilités. On a une signature, on signe des chèques de sinistre. Et à l'époque, tu te dis pas, maman vient bosser avec moi, j'ai un business et ça pourrait fonctionner. Non, parce que l'agence... Non, c'est quelqu'un de mes parents, mon père est malade, ma mère est extraordinaire, professionnelle presque 30 ans qu'il fait. Et donc, il y avait des salariés dedans, j'imagine qu'il y avait des enjeux qui étaient économiques, qui étaient quand même forts, en fait, c'est ça, non? Et du coup, toi, tu te dis, j'y vois mon intérêt quand même. Non, j'y vois pas mon intérêt, je m'oublie complètement. Tu t'oublies là-dedans? Ah oui, bien sûr, je m'oublie, elle le sait. Je me dis, je fais ça quelques années, histoire de requinquer, puis après je verrai. Mais en fait, derrière, elle est morte 3 ans après. Donc mes 2 parents sont morts, ils avaient 59 ans, l'un derrière l'autre. Donc du coup, au moment du décès de ma mère et de la succession avec mon frère et ma sœur, je me dis, ok, soit je vends tout et je retourne, puisque Monsieur Simon t'appelait 1 fois par an. Et les temps avaient changé. C'est-à-dire qu'en gros, a décédé, j'avais 2 enfants. Alors qu'à l'époque de DIM, j'avais pas d'enfants. J'avais déménagé pour habiter dans le coin. Avant, on habitait à Saint-Thibault-du-Vigne. Je déménageais à Bussy-Saint-Georges. Mes enfants, la banlieue, c'est cool. Mon travail à Noisy-le-Grand, puisque leur agence était à Noisy-le-Grand. Et là, du coup, si j'ai bien compris, t'as un compagnon, là, entre-temps. Entre-temps, je me suis mariée. Parce que du coup, quand t'étais chez Rosie, t'étais indépendante financièrement. Quand t'arrives dans l'agence de tes parents, du coup, tu perds une partie de tes revenus. Non, ça reste. Ta vie, ça gagne bien. Tu gagnes bien ta vie. Même si je suis associée à 35% avec ma mère, pendant 3 ans, je gagne très. Tu gagnes bien ta vie aussi. Ah oui, t'es autonome, du coup. Oui, c'est ça. Tu es mandaté. En fait, c'est très bizarre comme métier. C'est-à-dire que
T'as une entreprise avec tes salariés, c'est toi qui es responsable. Ton fournisseur, c'est L'assurance générale, là, je sais plus rien. Donc, du coup, t'es toujours chef d'entreprise. Sous une autre forme, mais t'es toujours chef d'entreprise. Donc, c'est marrant, t'as utilisé plein de structures différentes, c'est intéressant. exactement. Donc là, c'est une SARL et je suis associée avec ma mère à 35-65 et D'accord. je rachète des parts à mes frères et sœurs au moment de la succession de nos pères. Ouais. Et donc, me voilà partie dans les assurances. Alors, en gros, c'est pas le métier qui me passionne le plus. Ouais, parce que c'est vachement moins de l'amour que la soie, la danse, l'opéra. C'est sûr. Tu passes des coups fous à un truc hyper strict. Ça doit être un vrai charmant. J'ai beaucoup de mal. Mais comme il m'arrive quand même des gros événements dans ma vie, mon mariage, ma première fille, le décès de mon père, ma deuxième fille, le décès de ma mère. Donc J'ai quand même un peu de stabilité, puis ça va vite, toi. ouais, ça va très vite. Et puis mon couple va pas très bien avec mon premier mari, donc heureusement que je gagne très très bien à Lille. Une fois de plus, l'indépendance financière qui permet de faire des choix. Voilà, premier mari, très un peu volable, on va dire. Et donc heureusement. Heureusement, parce que tu peux faire des choix. J'ai plus mes parents. Ouais. Et j'ai 2 enfants en bas âge. Ouais, et en fait, mon mari, il volage, quoi, soyons clairs. Hein. Et là, s'il s'en va, je fais quoi? Mais je gagne super bien ma vie. Il peut s'en aller, hein, c'est pas grave. Ouais. C'est pas un problème, quoi. En tout cas, financièrement, c'est pas un problème. On achète une maison à Bussy, tous les deux, et je me dis que s'il se barre, je lui rachète sa part. C'est pas un problème. C'est bien quand même. Ah oui. T'avais quel âge à cette époque-là? Les difficultés de couple, j'avais 38 ans. Donc avant 40 ans, t'es capable de racheter la moitié d'une maison qui est une très belle maison quand même, un endroit avant. Et j'ai amené ma mère à faire des investissements de nos locaux. Ça, j'ai eu la bonne idée, à Noisy-le-Grand, parce que ils avaient leur agence en locataire dans une rue qui était désuète, d'accord, en Noisy-le-Grand. Et il y a une nouvelle avenue qui s'était créée à l'avenue Aristide-Briand. Je lui dis, il faut qu'on achète des locaux. Il y avait des locaux vides. Elle avait peur, prendre un crédit, tout ça. Je dis, t'inquiète. Et elle m'a suivi. Et on a acheté 200 mètres carrés, à peu près 170 mètres carrés avenue Aristide-Briand. Ouais. Qui est d'avenue en face de la mairie, en face du marché. Et en fait, mon agence a loué à notre SCI. Et du coup, tu l'as toujours, ce bien, j'imagine. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Non, c'est bien, c'est ça, ma famille, bien, au gîte de vie. Ouais, bah, c'est pas familial, c'est à moi, en fait. Hein. Oui, mais je l'ai acheté avec ma mère. Ouais. Et au moment de la succession, en fait, j'ai racheté. Alors donc, ma sœur a une part ou deux, mais c'est à moi. C'est quand même intéressant parce qu'on voit qu'à chaque moment clé de ta vie, à chaque fois, tu gagnes suffisamment d'argent pour poursuivre selon ton idée, en fait. Même si parfois c'est par solidarité avec tes parents, en tout cas, t'agis selon ton idée, en fait. Donc, ça capote avec Salgari. Ah oui, on disait là, 2004, d'accord. Voilà. Et du coup, toujours l'agence, là, j'ai toujours l'agence. Ouais. Entre-temps, pour me sauver, en fait, de l'intérêt de ce métier que j'ai du mal à trouver, je rentre dans un réseau de dirigeants qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. J'y rentre en 1999 en me disant, en fait, il faut que j'apprenne ce métier. Qu'est-ce que j'ai pas appris? T'as pas la fibre? J'ai la fibre, mais je sais pas faire. Je suis entrepreneuse, mais je suis pas dirigeante entrepreneuse. C'est marrant, tu as une différence entre les deux. Je cherche, j'essaye au MEDEF, je lui dis non, je peux pas. Pourquoi? Vas-y, trop grand, trop gros, trop pédant, trop... Une vision trop autour de la performance et de écraser les humains. D'accord. Et moi, je peux pas, je suis humaniste. Donc, en tant que femme, tu te Non, je suis humaniste depuis toujours. T'es pas sur le business économique, là, ils sont trop sur le business économique, en fait. Oui, ça. Et les humains, c'est après. Je peux pas. Les valeurs me conviennent pas. D'accord. Je rentre au CJD, c'est un mouvement humaniste de dirigeants. J'ai ma place. Et pourtant, le CJD, c'est qu'il y a quand même du business, quand même. Ça parle quand même, ça parle performance. Performance aussi humain. Et d'abord, l'humain, ils appellent ça la performance globale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'équilibre entre parties prenantes de l'entreprise. Et donc, évidemment, les humains au centre. Et donc, l'économie au service de l'homme. C'est pas le contraire. Je suis assez d'accord avec toi. Et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir réussir en mettant l'économie au service de l'homme. Et moi, c'est mes valeurs. Et pour moi, il n'est pas question d'être uniquement tourné vers la performance. C'est-à-dire, pour moi, c'est important que les gens avec qui je travaille en profitent. Donc, je rentre au CJD et là, je trouve ma maison. C'est ce qui me permet de raccorder les morceaux. C'est ce qui me permet de souffler sur ce métier qui ne me passionne pas. Et je me passionne sur l'entreprise, quoi. Là, sur l'entrepreneuriat, l'entreprise, c'est un modèle économique, j'apprends plein de trucs. Surtout que t'avais déjà fait ça à l'école, donc ça t'a pas frappé. Pas tant que ça. J'avais fait une fac d'économie, j'avais appris de la macroéconomie, la fiscalité, des choses comme ça. Pas le modèle économique. Parce qu'on n'expliquait pas l'entreprise à l'époque, hein. Pas du tout. Et en fait, j'adore ça. Je plonge là-dedans. C'est intéressant ce que tu dis parce que sur l'ensemble des interviews qu'on a eues, on n'a pas eu l'occasion beaucoup de discuter justement des réseaux physiques, je parle, pas des réseaux sociaux, non, des réseaux sociaux, autre chose. Mais c'est vrai que les réseaux physiques, c'est un vrai soutien. Je trouve aussi que c'est un vrai soutien. Ça m'a sauvée.
parce que je me suis investie bénévolement dans ce réseau. Entre-temps, j'avais quand même créé la crèche pour mes enfants parce qu'il n'y en avait pas à Bussy. Ah, t'as créé une crèche entre-temps. Ah bah oui, ah bah un détail quoi. Bah oui, vas-y, il n'y avait pas de crèche. Moi, j'ai toujours appris que s'il n'y a pas, ils vont faire... S'il y a pas, tu te débrouilles. Donc du coup, t'as créé une crèche. D'abord une crèche associative, et puis après j'ai été chercher des fonds avec la mairie, la CAF, et puis c'est devenu une crèche de la ville, mais au départ, c'était une crèche associative, et puis j'étais présidente de la crèche. Et t'avais trouvé du coup le personnel qu'elle allait avec. Ah oui, 10 collaborateurs, mon Saint-Pinon, c'est ma vie. C'est vrai? Je l'ai mis là-bas avec une directrice que j'ai licenciée, Manu Militari, parce qu'elle avait été violente avec un enfant. Je l'ai mise à pied et elle nous a attaqué au prud'homme. C'est le seul que j'ai eu de ma vie. J'en ai pas eu autre. Mais du coup, t'as fait cette crèche, mais tu l'as vendue du coup à la fin. Je l'ai pas vendue puisqu'elle était associative. C'était une association. Ah oui, c'est vrai. Je faisais des vœux. Et en fait, je l'ai transférée à la mairie. Bon, du coup, t'as œuvré pour le bien de l'humanité, Oui. vraiment, sérieusement. On va dire le bien aussi parce que il y avait pas de crèche pour mes enfants. Oui, mais tous les gens qui n'ont pas de crèche pour leurs enfants n'œuvrent pas pour le bien de l'humanité. Oui. Enfin, au mieux, t'essayes de faire du piston, t'essayes de trouver une place pour ton gamin, sinon pour autant, je crée une crèche de 40 lits, tu vois, donc on est d'accord. Donc, le bien de l'humanité est un peu là, quand même. Et en même temps que j'étais agent d'assurance. Mais ça, tout ça était aussi, me permettait d'avoir un équilibre dans ma vie, d'intérêt. Et je découvre le bénévolat avec la crèche. J'adore ça. Au CJD, du coup, je m'investis bénévolement, énormément dans ce mouvement. J'apprends plein de choses, je me forme à plein de trucs, je découvre le développement personnel. Et je rencontre Vincent. Divorcée à l'époque. Et je rencontre Vincent, qui est aussi au CJD. Ouais. Et là, c'est comme une évidence, quoi. Les chefs d'entreprise, il est aussi indépendant comme moi. Ouais. On parle la même langue. Mon mari était salarié. Et donc, il comprenait pas, en fait. Ah, ton mari était salarié, au fait. Oui, mais pourtant, quand il t'a connu, t'étais déjà une indépendante financière. Oui, Et en fait, il y a des endroits, c'est en étant avec Vincent que je me suis rendu compte qu'il y a des endroits où le dialogue était pas équilibré. Ah non! Bosser le week-end, s'il le faut avec Vincent, on bosse le week-end, c'est pas un problème. Oui, oui, après, la vie de chef d'entreprise, à Ouais, stade de... la fin de mois. Ouais. Ah bah ça, la trésor. Ouais, ah bah ça, c'est un sujet. Dis-moi, va pas. Ça veut dire, toi, c'est quoi ton problème avec la trésor? C'est ça, le sujet. Il faut payer les collaborateurs, je peux pas, voilà. Est-ce que je vais payer? Je ne sais pas. Ouais. Enfin, bref, des sujets qui ont l'air anodins, et en fait, qui sont vraiment essentiels. Et puis qui sont une vraie charge mentale pour le chef d'entreprise. Voilà. Donc, agent général, parce qu'aujourd'hui, je sais que t'es pas agent général, donc, je sais qu'il y a la suite de ça. Non, ça marche très, très bien. C'est un truc de fou. Alors que c'est là où j'ai la plus d'abondance financière. Et j'achète ma maison, je rachète ma maison, mon ex-mari, j'ai mes locaux, ils sont payés assez rapidement parce que l'agence était locataire. Donc ça tourne et j'ai appliqué ce que j'ai appris au CJD, c'est-à-dire accompagner mes collaborateurs à être autonomes et indépendants. Donc je les travaille 2 jours, j'allais dire 2 heures, presque 2 jours par semaine. Le reste du temps, ils gèrent. Ils gèrent parce que j'ai délégué, parce que je les ai formés, parce que j'ai confiance. C'est vrai, la confiance, ça fonctionne bien, monsieur. Ouais. Et eux, ils sont heureux, ils sont bien, ils sont autonomes, ils ont des jobs hyper intéressants, ils adorent. J'ai donc pas de turnover. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, t'arrêtes? Je travaille sur moi et j'apprends, je me forme à l'énéagramme, je me forme à des sujets comme ça, juste pour plaisir. Je me forme à l'analyse transactionnelle. Et un jour, je m'en souviens bien, je pousse la porte de mon bureau et je me dis, en fait, j'ai pas envie de rentrer, quoi. J'ai plus envie. Ça y est, t'es passé à autre chose. Je peux plus, quoi. Je peux plus, ça me... D'accord. Je pense que j'avais aussi traité de la loyauté familiale. Ah oui, parce que vendre la boîte de mes parents, on avait fait un peu compliqué. Ouais. Et je pense que ça, j'avais traité en thérapie. Donc j'étais de plus en plus autonome face à ce sujet, capable d'affronter mes oncles et leur dire, j'ai vendu la boîte de mes parents. Parce que tes oncles étaient toujours pas loin, quoi. Et ça allait du courage. Parce que, ouais, je peux plus. Je sens que je peux plus, en fait. C'est physique. Et donc, tu la vends. En général, ça va vite. L'avant, c'est ça, d'être agent général. Oui, j'étais avec AXA. C'est que les conditions de sortie sont claires. Tous les ans, on reçoit la valeur de notre boîte. Et quand on décide de démissionner, en fait, en tous les cas, de rendre le mandat, on sait qu'ils reprennent et ils mettent à notre agent derrière. D'accord. J'ai quand même eu, en tant que femme, parce que c'est un métier d'homme, hein, à l'époque. Oui, non, c'est un métier de femme, mais ouais. Et je l'ai fait jeune femme, hein. Et comme j'avais beaucoup de succès et les affaires rentraient, j'ai eu des remarques du style, vous êtes l'assistante de qui? Il y a une réunion d'agents généraux. Et je disais, oui, l'assistante, voilà, de monsieur. Quand arrive au milieu de la réunion, pouvez me chercher un café, s'il vous plaît? Exactement. C'est ça, j'ai eu. J'ai eu aussi la difficulté de payer inviter un client à déjeuner. Ou alors dans les grands restaurants gastro, on te donne que la carte où il n'y a pas les prix. Exactement. Ah bah, je vois comme eu des remarques extrêmement sexistes du style est-ce que tu couches pour avoir des affaires comme ça? Ah non. Si, j'ai eu parce que un de mes collègues, agent général, parce que je faisais de l'agence des assurances IRD, ce qu'on appelle IRD, c'est-à-dire locaux, assurance, voiture et du placement. Et en fait, j'avais réussi, un de mes clients avait placé 10 millions de francs à l'époque. D'accord. Ce qui était un très gros placement. Et j'ai gagné un concours à cette époque-là chez AXA, du plus gros placement. Et
j'ai eu cette remarque. Ça fait rêver. Tu couches ou bien? Tu dis, t'es bon, et en fait, Tu sais, comme je suis canon, je couche, et c'était mon décolleté, tout ça. c'est après dans la lingerie, donc on te la fera pas, toi, là. Mais c'est quand même navrant, quand même, assez non. Même si on continue d'en rire, parce qu'il faut bien en rire, mais voilà, c'est ma Donc, ça a changé parce que le métier s'est beaucoup féminisé. Mais à l'époque, peut-être qu'il est devenu plus rigoureux, du coup. il est devenu différent, mais à l'époque, c'était vraiment les bonhommes qui faisaient 3 heures de déjeuner, Ouais, avec le cigare, ça a l'air d'être une figure d'épinal. Enfin, il y a une image un peu caricaturale, mais c'était vraiment le cas. ouais, c'était ça, là. Moi, j'arrivais toute jeune femme là-dedans. En plus, j'ai dit succès. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus, ça te signe des trucs parce que je commence à faire une stratégie, à viser ce plan, pour voir où je vais aller. Enfin, bref, etc., etc. Et du coup, tu laisses tomber la compagnie d'assurance? Je démissionne en 2013, 20 ans. D'accord. T'es toujours indépendant financièrement, mais là, tu te lances dans le vide. J'ai la chance d'avoir mes locaux dans lesquels il y a un nouvel agent général qui d'abord, il y a un loyer, nickel. C'est payé, il n'y a pas de frais. Il y a des impôts, c'est tout ce qu'il y a. J'ai ma maison et ça va. Ouais. Et pour une fois, je me laisse un peu de temps. Une fois encore, l'indépendance financière t'amène le choix de dire, je peux prendre du temps pour moi. L'indépendance financière, une fois de plus, ça te permet donc un choix. 53 ans à l'époque. Et je me dis, ok, j'ai appris plein de choses. Je suis encore au CJD parce qu'ils voulaient que je reste. En disant, non, c'est pas parce que t'as plus de boîte que tu restes pas, tu restes. 53 ans, elle a plus de boîte. Mais on s'en fout parce que, entre temps, je suis devenue une sorte de figure au CJD parce que j'ai créé des formats et que j'ai accompagné des gens. En fait, je faisais déjà mon métier actuel, mais bénévolement, en fait. Et en fait, je prends du temps et je me fais plaisir. Et donc, il y avait un petit fantasme dans un coin de ma tête, c'est de devenir cuisinière. Depuis le début que je suis adulte, j'adore cuisiner, j'adore recevoir, et ça fait des années que je fais des repas, etc., mais j'ai pas appris. Comme plein de femmes qui cuisinent, d'ailleurs. Oui. La plupart des femmes n'ont pas été faire à l'école. Voilà. Sauf que moi, j'ai un fantasme, c'est d'apprendre et d'en faire peut-être un métier. Et puis, me dire, j'ai envie d'une pause de métier de la tête, j'ai envie des métiers de mes mains. Comme c'est marrant, histoire de pose de tête pendant des métiers de demain, ça n'empêche pas la tête de tourner. Et puis au bout d'un moment, on a besoin de se prouver qu'on n'est pas que de la tête. Peut-être qu'on a besoin de se prouver que nos mains aussi nous savent faire. C'est marrant ce que tu dis parce que ça fait écho depuis 4-5 mois. Moi qui fais aussi des trucs intellectuels. Enfin, avant j'ai aussi fait d'autres boulots manuels, mais je me suis mise à dessiner en disant mes mains vont-elles apprendre à dessiner. Et au final, ça fait un bien fou. Et donc, je passe un CAP cuisine et pâtisserie. Offre le top du top chez Ducasse. Je me dis, fais-toi un cadeau. Et du coup, tu fais les deux en même temps, tu fais deux non, ça commence d'abord le CAP cuisine et après je passe le CAP. En combien de temps le CAP cuisine? En fait, ils font des programmes pour adultes en progression qui durent 3 mois, je crois, dans lequel on a un CAP qui est pas le même CAP que les jeunes, qui est reconnu. Alors, je pouvais aller dans n'importe quel resto bosser. Donc tu fais d'abord cuisine et ensuite pâtisserie. Oui, parce que je me rends compte que les desserts, pour lui, c'est cool. Et que je ne sais pas faire des desserts, je ne sais pas, et donc j'apprends. Et là, j'adore. Bah, je monte une autre boîte qui s'appelle Rina Cuisine. La céréale, on te vend pas. Donc tu montes Rina la cuisine. T'achètes pas un resto? Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être avec les gens. Tu te mets chez les gens, tu vas chez les gens à la cuisine. Je suis plutôt, en fait, chef à demeure, en fait. Comme j'ai un réseau de gens que je connais, de dirigeants, je signe des contrats de chef à demeure dans des boîtes où ils ont une cuisine pro et dans lesquelles, plutôt que de faire des déjeuners d'affaires dans des restos, dans des salles à manger privées. Donc, je signe plusieurs contrats comme ça et puis je fais des repas chez moi. J'ai comme eu du chiffre d'affaires assez rapidement. Déjà parce que à l'époque, les chefs à domicile, ça démarrait. Oui. À cette époque-là, c'était quand même, ça commençait à être un peu en vogue. Ça s'est un peu calmé d'ailleurs, trop, mais ça, c'est que c'était très en vogue. Et puis ça, que la qualité des repas que tu fais, moi, j'ai effectivement eu la chance de, c'est qu'entre-temps pas arrêté, mais c'était très bon et surtout t'avais pour ambition de faire voyager les gens. Je trouvais ça assez sympa, c'est ça. C'est-à-dire ton menu t'es toujours avec un thème de voyage. J'ai toujours trouvé ça très intéressant. Mais tu ne fais pas que te mettre à la tâche, on voyage un peu. Voilà, il y avait du sens. Moi je cherchais à c'est ça, ce qu'il y ait du sens. Je crée Rina Cuisine et je fais ça au moins 3 ans. Alors il y a 2 éléments ou 3 éléments qui commencent à m'ennuyer. D'abord, je continue à me former au coaching. Donc le coaching continue de t'intéresser. Là oui, bien sûr. En pointillé. Oui. Mais je me forme, j'ai mon diplôme. Et tu le fais en pointillé parce que tu crois pas sur le fait de le faire toi-même ou parce que tu sais qu'il te faut du temps, faut que ça mature? En fait, c'est une époque où j'ai décidé de guetter. J'adore me former. Et donc, je me tourne tous azimuts et l'accompagnement, ça m'intéresse. Et mon compagnon, il est quand même coach à l'époque déjà. Il a créé la Société Idéale en 2008. Donc, je vois ce qu'il fait. Ça me plaît bien. Je veux passer par la case cuisine parce que c'est un fantasme. Il faut y aller. Je ne veux pas avoir de regrets. C'est ça, il n'est pas question. Je sais me mettre en action, donc il n'est pas question que j'ai des regrets. Donc, je continue à me former. J'ai mon diplôme de coach. Je coach des gens un tout petit peu, mais ouais.
essentiellement, je suis cuisinier. Et dans le monde de la cuisine, est-ce que tu es reconnu comme un chef qui a son style? Et Je mets rien. En fait, ça m'intéresse pas. t'es resté dans le nerf Dans les gens, leur donner de l'amour par la cuisine. Et j'ai du réseau. 20 ans au CJD, mes copains, ils font appel à moi. Mais on fait plein de trucs, hein. Je fais plein de trucs. C'est-à-dire, je suis pas assise dans mon salon à attendre que ça m'appelle. Ah bah non, surtout quand tu es dans la cuisine. Et à l'époque, quand tu réalises enfin ton fantasme, alors déjà, bon, il y a l'école, etc. Mais est-ce que du coup, tu restes indépendante financièrement ou tu pioches dans tes économies? J'ai vendu ma boîte. Et du coup, tu pioches un peu de temps, j'imagine, le temps de faire. Oui, plus que mes loyers. Pour l'instant, c'est bien, quand tu gagnes de l'argent, c'est bien de pouvoir en profiter pour faire Ah non, j'ai aucun problème avec de l'argent. Je suis très saine vis-à-vis de l'argent. Ça m'angoisse pas, je n'ai pas peur. J'ai aussi mes loyers, ils sont conséquents. Je pourrais Du coup, m'arrêter de travailler. chaque mois, t'es tranquille, quoi. Ah oui, je suis tranquille. Donc, tu sais que c'est pas un business très florissant, mais que tu t'éclates. Voilà. Une fois encore, l'indépendance financière que tu as su mettre en place, ça te permet de faire quelque chose qui plaît, même si c'est pas rémunérateur. Alors que souvent, on commence par ça, on se rend compte qu'on gagne pas d'argent, on ferme la boîte, on retourne travailler. Donc là, t'as fait le contraire, c'est intéressant. Au contraire, en fait, le changement de vie doit se faire de façon écologique. On ne saute pas. Quand un client me dit, je veux que tu m'accompagnes, sauter dans l'indépendance, je dis, non, moi, je prends pas mes risques avec toi. Faut y aller tranquille de bas. Un petit pas, et tu es en sécurité, ou tu vas pas. Ben là, on ne sauve pas dans le vide de l'entrepreneuriat. Si ça a l'air comme ça quand je raconte mon histoire, mais non, j'ai jamais sauté. Non, on voit que c'est réfléchi, on voit déjà les formations. Il faut être raisonnable. Je suis être raisonnable 20 ans. Parce que, avec mon divorce, le décès de mes parents, etc., j'ai été raisonnable 20 ans. C'est juste que tu les as pas vus passer. Non, quand je tu les ai pas le regard en arrière, c'est non, c'était pas le métier que j'avais choisi. Mais, sauf que, il me permettait d'avoir et du temps. Je dis toujours que l'argent, comme le temps, comme l'énergie, sont des ressources. Donc, il faut faire des choix. Et 20 ans, quand on me dit comment t'as fait pour être assuré à 20 ans, bah, ça me nourrissait le temps, puisque je travaillais 3 jours par semaine, et le reste du temps, je faisais ce qui me plaisait. Ouais. J'allais au CJD, m'éclater avec mes copains. Ça me rapportait beaucoup d'argent qui me permettait d'être indépendante financière. Donc, les deux ressources, argent et temps, étaient nourries. Et ben, mon énergie. Et d'ailleurs, c'est toujours une fois de plus, c'est le choix. Donc d'abord le choix. Et d'être indépendant financièrement, ça permet de faire 2 choix. C'est pas une histoire de raison, c'est une histoire de choix. Ouais. Pour moi, c'est adulte. Et donc, ça doit se réfléchir. Et c'est pas juste sauter en l'air pour changer de métier. Ça a l'air comme ça. Bah, t'as monté une boîte. Oui, non, mais c'est pas juste comme ça. Et du coup, tu fermes la boîte Rina Cuisine. Oui, c'est physique. J'ai quand même 53 années. Ouais, c'est très difficile là. Je me dis, je vais pas faire ça longtemps. Et surtout que je suis indépendante. Et à aucun moment, tu t'es dit, je veux un resto sympa, populaire, le dément? Pas du tout. Okay. J'adore recevoir chez moi, aller chez les gens. Enfin, j'ai un côté où je peux parler avec les gens, quoi. Je suis pas juste... Dans un resto, t'aurais pu faire un truc sympa aussi, hein. J'aurais pu, mais ça m'intéressait. C'était pas dans ton fil en plus. Mon fantasme, c'était cuisiner. Juste cuisiner. Et donc, j'ai cuisiné des tonnes. J'ai nourri à la première année plus de 3000 repas, à moi toute seule. Et aujourd'hui, tu continues de cuisiner avec le même bonheur qu'avant ou non, quand même? Non, moi. Alors, Vincent, il me dit, c'est vachement injuste parce que tu cuisines pour tes clients à l'époque où je suis cuisinier, puis à la maison, tu cuisines plus du tout. T'as l'impression de travailler. Ouais, c'est ça. Je cuisine plus du tout. Alors ça c'est fait et en fait ça a glissé très très tranquillement. En 2016 comme ça, Vincent me dit, je lui dis je vais arrêter la cuisine et il me dit viens on s'associe. Wow. Tu avais déjà subi une mauvaise expérience, mais la chose aussi, il a appelé ton conjoint. Ouais, il dit ouais mais on s'appelle l'associé idéal. Si on n'arrive pas à prouver dans la complexité que ça peut durer, donc viens un essai. Si on sent que notre couple ça l'abîme, on arrête. Et donc on se met en place énormément de protection, c'est-à-dire qu'on se fait accompagner. Nous on se fait accompagner depuis 2016 par un thérapeute de couple pour ne pas que la boîte nous abîme. Donc nous ça fait depuis 2016 qu'on est accompagnés. Et donc ça, c'est une protection énorme qui nous permet de sortir tous nos maudits, nos sacralités, des trucs, tu m'énerves, mais là, les sauf qu'il y a un tiers. Ouais. Et donc ça ne se finit jamais en eau boudin. C'est désamorcé rapidement, du coup. Exact. Donc ça, c'est une chose. Et on met en place une transparence, une clarté sur l'argent, qui apporte quoi. Par exemple, j'adore faire la compta, ça me détend. Et donc quand je fais de la compta, par exemple, la société me rémunère. Par exemple, ça, c'est incroyable. C'est pas genre tu fais et puis tu fais pour la boîte, quoi. On met une clarté sur ces sujets-là de façon extrêmement précise pour justement ne pas avoir de non-dit. Mais en même temps, on s'applique ce qu'on enseigne à nos clients. Non, mais c'est bien, vous êtes mis une rigueur qui vous convient. Et pour nous, être associé, c'est se dire les choses. Et en fait, quand on intervient auprès d'associés, en fait, il y a des sacs de non-dits, quoi. Il y a des reproches, des colères non exprimées. Puisque tu parles de ça, si on peut juste ouvrir un peu la discussion. On a parlé avec d'autres femmes chefs d'entreprise qui sont quasiment toutes pas associées avec des gens, la plupart. Est-ce que dans les gens que tu vois et qui sont associés, est-ce qu'il y en a qui vraiment ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des associations de gens qui ne sont pas frères et sœurs, ni pères et mères, mais est-ce que ça se passe bien? Et d'après toi, c'est quoi la graine de ce qui fait que ça se passe bien? Comme dans un couple.
La communication, exactement. Ouais, C'est la même chose. je constate, alors c'est mon expérience, il n'y a pas de statistiques derrière, mais je constate assez souvent que les femmes n'osent pas partir et n'osent pas se mettre dans l'entrepreneuriat, du coup vont chercher un avaloir que c'est souvent un homme, et ça se finit très souvent très mal. Elles vont chercher un père et elles vont pas chercher Elles vont pas chercher un vrai associé, le tourodimique, et ça, c'est un vrai sujet. C'est difficile parce que vraiment, ça me fait mal au cœur. La fois que j'entends une femme, eh bien, je me suis associée avec un homme et il fait quoi? Bah, rien. Mais moi, je fais tout, parce qu'elles ont 10%, c'est terrible, c'est terrible, terrible. Et du coup, aujourd'hui, si on parle d'indépendance financière, c'est revenu à son niveau d'un homme, quoi. T'es à nouveau indépendant financièrement. Ah oui. Au final, tu auras fait toute ta vie professionnelle en étant indépendant financière. Je sens jamais le temps de poser de questions, au final. Et quand tu es sorti de l'école, est-ce que tu avais imaginé ce parcours? Je savais que j'avais une nature qui allait avoir du mal à avoir quelqu'un qui dise quoi faire. Est-ce que c'est une nature qu'on a de se dire je ne veux pas que quelqu'un me dise quoi faire, je ne veux pas de patron, ou est-ce que c'est des expériences malheureuses qui font ça? Parce que il y a pas mal de gens qui, après l'expérience malheureuse en tant que salarié, des licenciements brutaux, enfin, etc., qui deviennent chefs d'entreprise. Mais du coup, est-ce qu'elles avaient ça déjà avant? Elles auraient pu l'exploiter avant? C'est une histoire d'autorisation, c'est-à-dire ce que j'appelle les autorisations. À mon époque, il n'y avait pas cet engouement sur l'entrepreneuriat qu'il y a aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est les nouveaux héros, ces entrepreneurs. C'est vrai. Avant, non, pas du tout. C'était, mais non, il faut que tu sois salarié. Et ça, cette semence, on te marier, faire des enfants. Enfin, moi, je suis née dans cette époque-là. T'as raison. Mais quand j'étais jeune, on m'a dit, faut que tu rentres à la sécurité sociale. Je ne peux pas te faire rentrer à la sécurité sociale. Bon. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents un peu hors normes qui étaient prêts à m'accompagner. J'étais pas tout à fait indépendante, mais ils étaient prêts. Et donc, vis tes rêves, quoi. Et ça, c'est une chance. Et j'ai fait pareil avec mes enfants. Tes filles, elles sont grandes aujourd'hui? Oui. Elles ont 32 et 30 ans. Est-ce qu'elles sont chefs d'entreprise? Oui. Oh là là, c'est pas possible. Enfin, elles sont pas chefs d'entreprise. Moi, je trouve qu'elles sont chefs d'entreprise, mais elles disent que non, elles sont artistes. Ma fille aînée, elle a créé une compagnie de théâtre. Ah ouais, travaillé dans 10 comédiens, dont elle et les associés. Et elles se sentent pas chefs d'entreprise? Non, elles se sont comédiennes, artistes. Celle qui, j'en ai sûr, elle gère un truc. Celle qui fait la compta, et qui s'occupe de tout ça, etc. Les paiements, l'intermittence. Et mon autre fille, elle est aussi dans le théâtre, mais elle est ingénieure lumière. Et elle est indépendante. Elle vit en intermittent du second à crise, c'est ça, intermittente. Ah, elles sont toutes les neuf. Ah, c'est pour ça qu'elles ont l'impression de pas être chef d'entreprise. C'est marrant, ce statut, on croit qu'on entre les deux noms. Mais alors que Salomé, elle est chef d'entreprise. Elle va chercher des clients, elle répondait à des appels à projets, elle rémunère, elle fait les salaires. C'est chef d'entreprise. Peut-être que c'est dans le domaine de la culture. C'est ça qui change. Et tu penses que c'est ton rôle modèle qui les a inspirés ou c'est autre chose? Oui. Tu penses que ton modèle les a inspirés? Oui. Donc ça veut dire que tout ce que tu as fait, les hauts, les bas, j'aime pas mon métier, je l'aime bien quand même, etc., elles en ont tiré le point positif. Je crois vraiment que, en tant que femme, on a besoin d'être autorisée. Moi, je dis toujours que pour aller vers sa puissance, il faut associer protection à des permissions. C'est ça qu'on appelle ça, dans mon langage de coach. Et en fait, c'est avoir une structure intérieure. Moi, j'ai une structure intérieure qui fait que si j'ai peur, ça se casse la figure. Au Covid, par exemple, on s'est regardé, Vincent et moi, tous nos chiffres d'affaires ça s'est écroulé. Ouais, on savait pas que tant ça allait durer. Et on n'a pas de chômage, puisqu'on est tout là, on l'avait. Et là, on se regarde, on me dit, oh, on regarde notre trésor, on se dit, bon, bah, on peut tenir combien? 3 mois. Et après, on s'est pas vu. Il y a 2 solutions à ce moment-là. Ou la peur rentre. Et si la peur rentre, c'est foutu. T'es paralysé, tu bouges pas le haut. Ou on essaie de trouver, alors, j'ai une technique que j'apprends aux gens que j'accompagne quand ils changent de vie professionnelle. Ça s'appelle la mésorée. La mésorée, c'est la meilleure solution de repli. Si c'est la merde, j'ai 2 bras, 2 jambes. C'est ce que je disais tous les jours. Il y a des dark kitchen. J'ai un CAP de cuisinier. Et des avec cuistot. Et ça, même si je gagne 1200 balles par mois, ça me permet de survivre. Et en fait, ça permet au cerveau de ne pas rentrer dans la peur. Et donc, en fait, derrière le fait qu'on ait la peur, on a pu commencer à proposer à nos clients d'animer des ateliers en visio, etc. Et moi, je croyais que je savais pas coacher en visio. Ben, j'ai coaché en visio. Toi qui veux faire la relation avec l'humain, ça a été au final, ça devait être un écran. Ça s'est bien passé. Super. Je découvre que c'est génial. Faut pas oublier que les gens aussi étaient chez eux et que même une relation visio, ça allait bien. Et ça allait très bien. Et donc, en fait, on a la créativité qui est revenue. On a nos clients qui nous ont suivis. Cette période du Covid, ça a été vraiment tout ou rien. Je pense qu'il y a des choses qui ressortent là maintenant aujourd'hui. Il y a ceux qui ont vu une opportunité et qui se sont dit, bon, je suis au fond du trou, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais faire autrement. Puis il y a ceux qui sont restés au fond du trou en attendant qu'on vienne les chercher, qu'on les sorte de là. C'est assez dommage d'ailleurs, mais il y a eu vraiment une grosse mise en place de créativité qui s'est poursuivie ou pas d'ailleurs, peu importe, mais ça permet de se dire je peux être créatif. Quand on crée son revenu, son indépendance, la plaie, c'est la peur. Il y a des hauts, des bas. Il faut pas avoir une agilité financière
Donc moi, je tiens mes comptes. Enfin, je suis extrêmement rigoureuse sur l'argent. C'est pas rigoureuse dans le sens où je dépense pas du tout. On peut pas faire du déni quand on est indépendant. Ouais, ça peut pas dire oh j'en sais rien. C'est pas possible. Souvent, je me dis aussi que l'histoire de la peur de l'indépendance, moi, je me dis, de toute façon, même si tout s'écroule, j'irai faire caissière chez Carrefour. Au bout de 6 mois, je serai sûrement la directrice du Carrefour. Et de cette façon. Mais j'irai faire caissière chez Carrefour, c'est pas très grave. Et donc là, c'est la mésorée, en fait, qui permet au cerveau de ne pas entrer dans un circuit de peur, en fait. L'entrepreneur, quand il crée son revenu, son indépendance, il peut pas avoir peur. Parce que, comme on crée notre charte avec les mois, si on se met à avoir peur, en fait, c'est foutu. On est figé. D'ailleurs, c'est ce qui fait le lot des entrepreneurs. C'est à ça qu'on se repère aussi. C'est qu'on a tous un petit brin de folie quelque part qui fait qu'on s'est lancé avec plus ou moins de cadre. C'est ce qui fait qu'un jour on y est allé, qu'on a remis la peur de compter. C'est quoi ton ambition aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que ce qu'il faut aujourd'hui, ça va bien? Je n'arrête pas de dire aux gens, quand on me dit oh là là, j'ai 40 ans, c'est trop tard pour changer de vie, je dis pardon. Ouais. J'ai vraiment commencé le métier de mes rêves à 56. C'est le coach, c'est mon métier de rêve. Je suis faite pour ça. Mais à 20 ans, t'auras pas été faite pour ça. Non, c'est parce que j'avais pas la maturité. Donc j'ai un métier, j'ai la chance de pouvoir l'exercer longtemps. Parce que plus je mature et plus je suis bonne de faire un métier. Donc je vais l'exercer longtemps. Je peux appuyer sur les boutons retraite. Je vais bientôt avoir la tranquillité. Ouais. J'appuierai peut-être pour avoir de l'argent de poche, mais bon. Oui, mais en même temps, t'as déjà le loyer, la retraite. Au moins, tu assureras ton socle et c'est parti, quoi. Mais il n'est pas question pour moi. Tu te vois, t'appuies sur le bouton retraite et que tu te mets devant la télé, t'as de chance qu'il se passe pas. Donc, on a toujours plein de projets. Et aujourd'hui, comment ta famille te voit par rapport à ta réussite? Tu as réussi tout au long de ta vie, tu as cédé à l'obligation familiale. Aujourd'hui, comment tu imagines que les gens te voient par rapport à ton indépendance financière? Je sais pas s'ils me voient comme une femme indépendante. Je dis ça par rapport à mes oncles qui sont vieux monsieur. Je sais pas, comme j'ai toujours été d'abord avec mon mari, puis ensuite avec mon deuxième mari. Je sais pas s'ils imaginent que je suis si indépendante. C'est vrai? Non. Tu penses qu'ils voient en toi la jeune femme brillante, mais qui reste accompagnée, qui a besoin d'un cadre dans le fond, ça c'est son mari qui gagne bien sa vie parce qu'elle a une belle maison, dans le golf, tout ça. Ouais. Je sais pas s'ils savent qu'en fait cette maison, elle est rachetée à mon ex-mari. Je sais pas s'ils savent ça. C'est vrai? Et t'as jamais l'occasion de, je sais pas qu'ils disent ça avec eux. Je sais pas, sans avoir besoin, mais au moins se dire, tu es arrivé quand même. J'ai pas la sensation d'être arrivé, j'ai l'impression d'avoir cheminé, en fait, plus que d'être arrivé quelque part. Et donc, la vision de ces messieurs, donc tu dis, t'es pas sûr qu'ils savent, mais le reste de ta famille, comment ils te voient d'après toi? Une femme fantasque. Elle a vendu des soutiens-gorge, elle a fabriqué des soutiens-gorge, puis après elle a fait de la cuisine, et puis maintenant, hier j'étais à une fête familiale, et j'ai un de mes vieux oncles, 82 ans, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie chez eux ?» J'accompagne des gens. Qui a besoin d'être accompagné? Je dis « Nous sommes les nouveaux guides. Les gens ne croient plus. Nous sommes les guides laïcs. » Des gens qui accompagnent, des gens qui ont perdu du sens. Ah oui, c'est un beau métier. Donc, voilà. Et tes compagnies, ton mari aujourd'hui, comment il te voit? Ta famille très proche, comment tu penses qu'il te voit? Fantasque aussi, ouais, suivant mes envies. Puis j'ai appris à mes filles à pas avoir peur de manquer. Mes filles, elles sont incroyables. Elles ont l'impression d'être riches et elles gagnent 2000 € par mois. J'adore ça. Elles ont une façon de vivre qui est... parce qu'elles sont écologie, elles s'habillent en seconde main, elles ont décidé de vivre à la campagne. Et en fait, mais j'arrive à mettre des sous de côté, maman. Je la trouve incroyable. D'ailleurs, cette sensation d'être... j'ai tombé ciel. Ouais. Je trouve ça merveilleux. Elles ont la sensation d'avoir une chance de dingue. Ouais. Elles font le métier qu'elles adorent. Elles sont pas obligées de courir après l'argent pour se réaliser, en fait. Je trouve ça merveilleux d'avoir cette sensation d'abondance, alors que quand elles disent la somme... Si demain matin, tu gagnes 10 fois ce que t'as, le banquier se trompe, il te met 10 fois ce que t'as aujourd'hui de côté, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais de fou, que t'as jamais eu, ou de raisonnable? Je ne sais pas, qu'est-ce que t'en fais du coup? Je fais un lieu pour les femmes. C'est quoi un lieu pour les femmes? En fait, c'est un projet que j'avais créé avec des copains du CJD. On avait élaboré dessus. Ça s'appelait Ode à soi. Et oui, j'aime beaucoup ces mots qui finissent par O. C'est joli. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir un lieu, une maison pour les femmes, pour qu'elles puissent apprendre, avoir des espaces où elles peuvent déposer leurs enfants, vivre une conférence, des ateliers. Donc c'était une maison, mais pas une maison d'hébergement, une maison d'animation de la journée, en fait. D'apprentissage, de coopération, d'entraide, de cercle de femmes, d'échanges. Voilà, on avait tout élaboré, mais il fallait des millions d'euros. On s'est dit, bon, stop, on s'arrête. C'est une époque où c'était un peu la crise, etc. On s'apprêtait à aller chercher des fonds. On l'a pas fait. Oui, si j'avais des millions, je ferais ça. Tu ferais ça? Ouais. Tu ferais don à la communauté d'une belle invention, en fait. Ça fait longtemps que je me dis, un jour, je ferai un truc avec les femmes. T'as un esprit militant autour des femmes et tu sais pas où le mettre, en fait. Je sais pas, tu sais pas où le mettre. J'accompagne quand même beaucoup de femmes, mais de vivre cet espace de sororité, d'inviter les plus grands intervenants. Un APM pour les femmes, quoi. Mais au-delà de l'APM, un espace où il y aurait des ateliers en sous-groupe, où il y aurait des espaces de thérapie manuelle, de massage, de bien-être.
tout ça mélangé. Si j'avais des millions d'euros, je ferais ça. Mais sauf qu'il faut du foncier, il faut tout ça, et puis... ouais. Juste le mot de la fin, nous dire un peu qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui aimeraient se lancer ou qui se posent des questions ou qui se disent la dépendance financière, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu leur dirais d'une manière générale? Je crois qu'elles réalisent pas combien elles ont de talent et combien elles sont incroyables. Réaliser qu'on est incroyable, c'est pas être un but de sa personne. Les femmes que j'accompagne, je leur dis, mais ça me nuisait, c'est s'amuser vis-à-vis du monde, et c'est donc se sentir toute petite. Non, elles sont grandes d'une façon infinie. Elles ont toutes les possibilités, le champ des possibles, mais sauf qu'elles s'amenuisent. Voilà. Elles ne prennent pas la parole, elles n'osent pas, elles prennent pas de place. Je pensais que c'était passé avec ma génération, et pas du tout. Ça continue. C'est assez étonnant. Cette constatation, tu l'as aussi avec les femmes chefs d'entreprise? Celles qui sont à la tête de leurs entreprises? Un peu moins quand même ou pas? Bah, quand même. Je me suis formée à un outil qui s'appelle la fraise de la diversité, parce que je suis intéressée de la place des femmes dans la société et que dans la diversité, les femmes en font partie et là. Comme j'ai ce background d'entrepreneurial, j'ai été l'animée dans des grandes structures, avec des codires, parce que je suis à l'aise avec les codires, les PDG, tout ça ne font pas peur. Force est de constater que quand on grimpe dans les sociétés comme ça, il y a la DRH et puis 8 bonhommes, quoi. Est-ce que les femmes de l'entreprise, on se libère un peu? Parce que tu vois, il y a l'indépendance financière qui nous permet de faire des choix, mais il y a effectivement ce que tu dis, cette espèce de poids social où il faut pas se vanter, etc. J'ai cette impression, c'est pour ça que je te demande, parce que tu as plus d'expérience que moi, que quand tu deviens femme chef d'entreprise, tu te libères un peu de ça. Tu lâches un peu les chaînes sociales qui t'obligent à être humble, gentil, tout le temps calme, etc. Est-ce qu'à NLP, ça se lâche un peu, ça? Pas tant que ça. Grandir, par exemple, faire de la croissance externe. Ces autorisations-là qu'ont les hommes quand ils sont chefs d'entreprise, c'est plus dur. D'accord, quand il y a une femme, quand je les accompagne, même en tant que dirigeante, ça dépend des femmes, des caractères. Mais quand même, il y a quelque chose de, mais qu'est-ce qu'on va dire? Et si je devenais puissante? Donc, si t'as un conseil à leur dire, c'est devenez puissante. La puissance, c'est pas le pouvoir. Pas écraser les autres, c'est ça. T'as raison. C'est rayonner, en fait. Bah écoute, on va rester sur ce mot. Elle a fait dire. Moi, je te remercie beaucoup de cette conversation que j'ai trouvée passionnante. Puis j'ai découvert dans le parcours très intéressant. Ça, je pense que ça va inspirer plein de gens sur l'histoire. Moi, j'ai adoré il n'y a pas que pour moi. Écoute, moi, je vais le fabriquer. Les applaudissements. Moi, j'adore. J'adore ce parcours. Puis ça donne plein d'idées aux gens. C'est-à-dire que il y a quelque chose que t'as pas, peut-être que d'autres en ont besoin. C'est un vrai début de parcours entrepreneur. C'est un peu ça que j'ai envie de mettre en avant. Donc, merci beaucoup d'avoir permis ça. Et puis, voilà, bon courage. C'était chouette. Merci. Merci.